TD embrayage et ça porte sur l'application des lois de Coulomb. Et donc on s'intéresse ici à un couple transmissible par un embrayage. Alors cet embrayage il est constitué de 2 disques. Dans la réalité vous avez une architecture un peu différente pour multiplier le nombre de disques. En fait on verra que plus on a de disques en contact et plus on peut transmettre un couple important. Alors présentation de ce que vous avez là, le bâti 0. Ici un disque 1 en liaison pivot avec le bâti 0. Cette pièce 1 reçoit un couple de l'extérieur ici qui est porté par -Z. Alors cette interprétation est très trompeuse et on va le corriger tout de suite. Ensuite vous avez le disque 2 qui est collé au disque 1, enfin collé, qui est maintenu en contact avec le disque 1 au travers d'un effort presseur ici de l'extérieur et qui est également le siège d'un couple ici extérieur plus C. Donc là on n'a plus une liaison pivot mais une liaison pivot glissant pour qu'on puisse bien appuyer et avoir une mobilité de translation suivant Z qui permet de coller ou de décoller les disques. Quand on est en transmission de puissance, on est plutôt en adhérence et ici nous on va se mettre au cas limite où le glissement commence à apparaître et donc on n'est plus en adhérence mais en frottement. Alors j'aimerais corriger avec vous un certain nombre de choses. Ici déjà pour mieux visualiser je vous propose de mettre un axe X ici et puis un axe Y et de corriger la représentation des couples que vous avez là et plutôt de mettre ici, comme c'est un couple négatif, eh bien ça veut dire que le couple est appliqué suivant -Z et qu'on se déplacerait de Y vers X. Et donc je vous propose de mettre un couple comme ceci, -C. Et ici c'est un couple positif, donc on va se déplacer plutôt de X vers Y. Et je vous propose de mettre ceci comme visualisation. Alors, ensuite, on a cette perspective qui n'est pas très claire, et donc j'en referai une avec vous. Cette fois-ci, on a isolé le disque 2 et on fait le bilan des actions mécaniques extérieures. On demande de déterminer les composantes du vecteur densité surfacique f de P de 1 sur 2. Donc je veux l'action du disque 1 sur le disque 2. Dans le cadre des lois de Coulomb, je vous rappelle qu'il va falloir qu'on détermine au niveau du point P la vitesse de 2 par rapport à 1. Alors attention, ici on a quand même un certain nombre d'informations qui vont nous aider. Mais si on n'avait que ça, c'est-à-dire la situation générale, ce serait à nous de déterminer cette information ici et on va voir comment. Alors notez bien que dans cette situation ici, l'équilibre des moments est respecté sur l'axe Z, puisque vous avez un couple extérieur sur 1 qui vaut -C, et un couple extérieur sur 2 qui vaut plus C, le tout porté par Z. Donc ici, on a bien une situation d'équilibre, puisque la somme des moments en projection suivant Z, et sur l'axe, ici je pourrais mettre un point O, est bien égal à 0, enfin vecteur nul. Alors, comment on peut revoir ce schéma, enfin le schéma de la page 2, je vous propose quelque chose comme ça. D'abord, je me donne mon repère. Donc ici, je vais avoir Z, ici X, et là, Y, le point O. Et ici, le solide 2. Ici, une petite densité enfin un élément de surface ds, et au centre, le point P. Alors je vais prendre des couleurs plus contrastées parce que
sinon vous allez me dire qu'on voit pas bien, P et l'élément de surface ds, ici. Là, c'est mon solide 2. Et il est en rotation autour, enfin il peut être en rotation autour de l'axe Z. En miroir, enfin en miroir, ou plutôt décalé comme ceci, je rappelle le solide 1. Et donc en regard, on a un autre point P. Hein, donc dans la situation du TD, les deux points P sont en face l'un de l'autre et sont collés. Donc déterminer la composante densité surfacique F de P. Donc pour déterminer F de P de 1 sur 2, dans les lois de Coulomb, je vais être obligé de regarder la vitesse de 2 par rapport à 1 en P. Donc déterminer cette densité surfacique implique de connaître V de P lié à 2 dans son mouvement par rapport à 1. Alors c'est là où finalement ces couples-là sont importants, parce que je vais pouvoir, en imaginant qu'il n'y ait plus de contact, regarder le mouvement ici de 2 quand 1 est immobile. Et donc, imaginons que 1 est immobile, 2 se mettent à glisser, eh bien je vais avoir un vecteur vitesse ici, V de P de 2 par rapport à 1 qui est comme ceci. Et ça, c'est imposé par le couple positif qui est là. Donc imaginons que 1 devienne immobile, ce couple-là est tellement important qu'il y a glissement, 2 va suivre, le mouvement de 2 va être imprimé par ce couple-là. Donc ça, c'est issu du théorème du moment dynamique, hein, en haut. Alors, on est amené à placer un repère lié à 2, et dans ce cas-là, je vais avoir ici un axe que je pourrais appeler x2, et ici un repère, un autre axe, y2. Et dans ce cas-là, ma vitesse, elle est donnée par le rayon petit r, qui est variable suivant x2, hein, suivant que je m'écarte plus ou moins, et ça va être donné par V de P de 2 par rapport à 1 égale R, porté par x2, vectoriel oméga de 2 par rapport à 1 porté par z. Alors attention, ici j'ai fait une erreur, c'est pas R, mais c'est moins R. Ce qui me fait ici une vitesse V de P de la forme R, voilà c'est pas un vecteur, oméga 2, 1, porté par Y2. Ce qui fait que, comme oméga de 2 par rapport à 1 est positif, V de P de 2 par rapport à 1 est positif également suivant l'axe Y2. Et à partir de là, je vais pouvoir déterminer les actions tangentielles et normales de mon action de 1 sur 2.